clôture de congrès, l'ambiance est sympathique et détendue. La thématique est très humaine, se prête bien à une fin de colloque. Alors en attendant que tout le monde s'installe, d'abord on remercie le comité d'organisation de Medintex pour la qualité des présentations et la qualité de tous ceux qui œuvrent pour que ces innovations aient lieu. On a eu beaucoup d'échanges très fertiles. Alors on va parler d'une thématique qui nous est chère, la santé intégrative et plus précisément la coordination en santé intégrative. Donc on commencera par présenter l'équipe, définir ces termes et essayer de travailler sur des problématiques qui nous intéressent tous. Parce qu'on sait, on a vu l'importance de l'innovation technique, de tout ce qu'on va faire pour améliorer la quantité de vie. Mais aujourd'hui, en termes de qualité de vie et de système de santé, on a besoin aussi de nous remettre en question. Et c'est aussi des innovations de système que de les percevoir autrement. Alors on a la chance d'avoir, la parité n'est absolument pas respectée, mais 3 femmes exceptionnelles, et elles vont se présenter, et on va d'abord faire un petit tour d'horizon sur ce qu'elles font, mais je vous demanderai pour l'instant simplement de vous présenter vos titres et la boîte, et on va rentrer dans le détail, et on va faire en sorte que cette session soit assez interactive. On laissera beaucoup de place aux échanges et aux questions, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Donc on va demander, Isabelle, de te présenter. Alors déjà, merci pour cette opportunité d'échanger avec vous sur la santé intégrative, sur cette thématique, et puis sur la coordination en santé. Moi, je suis Isabelle Célestin-Lopiteau, je suis psychologue de formation, et je dirige un institut de formation en santé intégrative à différentes pratiques complémentaires. Je suis présidente de l'association Health United, qui s'appelle Health United puisque le but c'est de s'unir autour de la santé, qui est une association qui réunit des professionnels de santé, des décideurs en santé, des patients dans toutes les régions. Notre ADN est régional, national et international. Et puis j'ai le plaisir aussi avec Alain de diriger des DU en santé intégrative à l'université Paris-Sud, Paris-Saclay, pour un DU de pratique psychocorporelle et de santé intégrative, un DU d'hypnose et anesthésie, et on a créé avec Alain il y a quelques temps un DU de coordination au CNAM en parcours de santé intégrative. Bonjour à tous, moi je suis Églantine Cluzel, je suis responsable administrative et pédagogique à Nexumea, qui est une association qui porte le dispositif d'appui à la coordination sur les 13e et 14e arrondissements de Paris, ainsi qu'une équipe de coordination des soins palliatifs à domicile sur le centre et le sud de Paris. Bonjour, bonjour. Merci pour cette invitation parce qu'il est vrai, Isabelle l'a souligné, on n'a pas souvent l'occasion de venir présenter nos petites structures et finalement des structures qui sont au plus proches de l'humain. Et tu l'as bien souligné, on termine par une approche humaine, donc un peu moins axée sur l'innovation technologique. Donc moi, je suis Naïma Laferry, je suis la directrice de l'association Nexumea, dont on aura l'occasion de vous parler. Voilà, merci. Donc vous voyez juste sur les sourires et les visages l'importance de l'échange et de l'interaction, ça transparaît. Donc finalement, au Salon Medintech, on travaille beaucoup sur l'innovation en santé. Les innovations en santé, les outils sont fondamentaux, mais la vision de la santé qu'on va avoir ensemble est aussi fondamentale. Et c'était important de commencer par rappeler que la santé n'est pas que l'absence de maladie et que nous ne sommes pas là que pour traiter avec des outils techniques. On n'a pas à préempter par des outils techniques, même si on a besoin de nos technologies. Et donc on va avoir une démarche d'intégration, puisqu'on va parler de santé intégrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'expertise, on a beaucoup de spécialistes. Vous savez, en médecine, il y a 55 spécialités médicales. En France, il y en a 17 chez nos voisins, et ils ne meurent pas plus tôt que nous. Mais on travaille beaucoup en silo. Et vous le voyez aussi, même dans l'industrie, on travaille beaucoup en silo. Et on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler, de faire la synthèse. Et donc ce mouvement-là, c'est un mouvement d'intégration. Et l'intégration dans la santé intégrative, elle peut se décliner quand on parle de médecine, la médecine intégrative. On va prendre ce qu'il y a de meilleur dans les médecines dites conventionnelles. On peut parler de ce qu'est une convention en médecine. Prendre ce qu'il y a de meilleur dans les médecines complémentaires, mais surtout remettre le patient au centre. Donc notre travail aujourd'hui,
Ça va être un travail de réhumanisation de la santé en utilisant et en intégrant tout ce que la médecine a de meilleur, y compris les expertises, y compris la technologie. Alors comment aujourd'hui, quand on a une pratique d'hypnose, de psychologue, on va intégrer des dimensions nouvelles, d'autres disciplines dans lesquelles on n'est pas expert. On va s'intégrer soi-même à un parcours en santé intégrative. Et c'est ce qu'on va demander à Isabelle de traiter. Ensuite, on a un dispositif qui va aider à la coordination, qui est associatif. Alors on va vous demander comment vous êtes financé, comment vous êtes organisé, c'est quoi vos journées habituelles, comment on va prendre en compte l'individu et intégrer des disciplines innovantes pour arriver à avoir un parcours de santé ingénieux. Bien sûr que vous allez utiliser des outils, est-ce que vous en utilisez, mais c'est quoi votre philosophie de travail? Donc on va commencer par l'une et par l'autre, et puis on fera comme ça des tours de piste. Isabelle, on va te demander de comment tu t'intègres à des parcours, comment tu vas intégrer d'autres disciplines. Est-ce que ton métier à toi, c'est de ne faire que ce que tu sais faire, et comment tu vas bien au-delà? C'est effectivement toute la question d'un point de vue clinique, quand j'ai ma casquette clinique de thérapeute, mais aussi en tant que directrice de centre de formation. La question de l'intégration, elle se pose dans la formation et également dans l'association pour créer des liens entre les différents professionnels de santé, les patients, les mutuelles, les décideurs. Alors peut-être d'un point de vue clinique, c'est un constat... Bon, j'ai plus de 25 ans de pratique clinique, j'ai vu beaucoup de patients et avec chaque patient, il y a un effort d'altérité à faire. Il faut le rencontrer pour pouvoir ajuster et proposer le parcours qui va lui convenir. On ne soigne pas simplement la pathologie, on soigne une personne qui à un moment donné va avoir tel problème de santé. Et donc en fonction de ce que vit le patient, on avait le titre de ruralité et puis de ville en fonction aussi de son réseau social, comment il évolue dans son contexte. On va ajuster et proposer un parcours. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire quand je rencontre un patient, c'est pas tant la technique que je vais proposer. Je suis formée à différentes techniques, mais ça ne veut pas dire grand-chose, les techniques. En fait, on est formé à des pratiques et nos pratiques vont être justement des façons de rentrer en relation avec le patient. C'est pas simplement un patient qui a une pathologie, c'est un patient qui va avoir un rapport au problème qu'il a à un moment donné. On peut avoir tel problème de santé et le vivre en s'adaptant, en continuant à s'adapter très bien. Et puis une autre personne va avoir le même problème de santé, mais la relation à ce problème de santé va complètement le sortir du mouvement habituel de sa vie. Et donc le travail d'un thérapeute, le travail d'un médecin, d'un infirmier, c'est bien sûr d'apporter une technique conventionnelle, ce pourquoi on a été formé, mais aussi de prendre en compte la relation que le patient peut avoir à son problème. Donc toi qui es psychologue, par exemple, quand est-ce que tu vas mettre ta casquette de psychologue, ta casquette d'hypnothérapeute, et quand est-ce que tu vas te dire « je ne suffis pas dans le parcours, qu'est-ce que je vais aller chercher? Est-ce qu'il faut forcément que tu connaisses les autres disciplines ?» Comment ça s'organise, cette coordination? C'est vraiment avec l'anamnèse, avec la discussion que je peux avoir avec le patient, c'est de voir quel est l'impact de son problème dans la vie. Donc ça va être la vie émotionnelle, ça va être le mouvement de son corps, ça va être la vie sexuelle, ça va être l'intégration à son travail. Et donc en fonction de ce que la maladie va impacter dans la vie du patient, de voir ce à quoi je peux répondre. Moi, je suis hypnothérapeute, psychologue hypnothérapeute, donc je vais proposer quelque chose sur la relation que le patient peut avoir avec sa problématique, sur les émotions, mais s'il y a besoin d'ostéopathie, s'il y a besoin d'APA, d'activité physique adaptée, je vais avoir tout un réseau autour de moi de personnes que je connais. On a créé un réseau justement avec l'association, parce que moi j'aime adresser les patients comme j'adresse ma famille, les yeux fermés, et savoir que je les adresse à des praticiens qui vont bien proposer ce pourquoi d'ailleurs ils sont formés. Donc c'est un réseau qu'on a identifié, à qui je vais adresser. Donc en général, un parcours, s'il y a une base comme ça commune, ce sera de se dire quel est l'impact sur le mental. Est-ce que le patient, finalement, il n'est pas toujours en train de penser à la prochaine crise de douleur qu'il va avoir ou à la difficulté qu'il a, et finalement ça l'immobilise dans sa vie.
Donc ça, moi, j'interviendrai avec la méditation, l'hypnose, les techniques respiratoires. Est-ce que c'est un patient qui arrête de bouger, qui est immobilisé par son problème de santé et donc il n'ose plus aller en soirée, il n'ose plus aller au restaurant à cause de sa pathologie? On va remettre de l'APA, de l'activité physique adaptée auprès de ce patient. Et puis aussi une pratique qui sera sur, par exemple, la prise en charge de la douleur. Et on sait qu'on va avoir différentes techniques complémentaires aux médicaments qui seront utiles à proposer aux patients pour qu'ils puissent diminuer l'anticipation anxieuse d'une prochaine crise ou diminuer la perception même de la douleur. Donc tout se base sur un maillage. On se connaît, on a des groupes de travail, on sait qui fait quoi. Je peux adresser à telle personne parce qu'il y aura telle pratique intéressante pour ce patient. Donc c'est finalement l'essor du réseau, l'importance du réseau de confiance et de bien connaître l'autre dans sa discipline, dans sa différente, l'autre soignant, pour que le patient qui est au centre puisse bénéficier d'un accompagnement optimisé. Alors on va vous demander, Églantine et Naïma, de nous présenter finalement Nuxemea, le réseau, l'association, ce que vous faites au quotidien et comment finalement vous allez intégrer les thérapies complémentaires dans vos actions, mais à quoi vous faites face au quotidien. Tu as dit un mot qui est très intéressant, c'est le maillage territorial, et c'est vrai que c'est une notion qui revient beaucoup quand on parle de coordination territoriale. Donc Nexumea, c'est une association loi 1901 qui a une reconnaissance d'intérêt général et qui est également labellisée ESUS, donc entreprise solidaire avec une reconnaissance d'utilité sociale. 95% de nos fonds sont des fonds publics, donc on est financé par l'Agence régionale de santé et par la ville de Paris pour la mission Maison des aînés et des aidants. Et ensuite, chaque année avec Églantine, on va chercher des subventions privées ou de fondations, d'appels à projets pour venir justement financer toutes ces thérapies complémentaires, cette offre de soins de support qui aujourd'hui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, n'est pas soutenue non plus par nos financeurs, et pourtant elle est primordiale pour nos patients, en tout cas les patients que l'on accompagne au quotidien, puisque l'idée, c'est d'être dans cette approche dite globale, de ne pas venir simplement soigner la maladie, mais d'être vraiment dans une approche multidimensionnelle et essayer finalement d'aborder la personne sous tous ses traits et déceler les besoins, que ce soit les besoins explicites ou les besoins implicites, ceux qui ne seront pas forcément verbalisés et pourtant sont bien présents. Simplement, Alain, pour revenir sur la notion de maillage, les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, c'est un service qui est plutôt récent. Et l'idée des tutelles en 2019, lorsqu'ils ont mis en place les DAC, c'était de créer des guichets intégrés. Donc on retrouve cette notion intégrative. Pourquoi on s'est dit, bon, on va créer des DAC, des guichets intégrés? Eh bien, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une multitude d'intervenants, un millefeuille de réseaux partenaires qui faisaient de la coordination, mais de façon scindée. Comme tu l'as souligné, Alain, on avait le réseau oncologie, le réseau soins palliatifs, le réseau gériatrie. Dans les pays développés, et même c'est la tendance un peu partout, il y a une augmentation des pathologies chroniques, il y a un vieillissement des populations. Et donc finalement, ils ont souhaité mettre en place un guichet intégré, toute pathologie, tout âge, avec un numéro unique par territoire pour faciliter la lisibilité de ces dispositifs et faciliter l'accès à l'information. Donc en pratique, vous avez sur un territoire à coordonner des actions de soins à domicile et dans des établissements de santé. Combien de personnes travaillent? Combien de patients peuvent être pris en charge? Est-ce que vous occupez des familles? Est-ce que vous occupez des soignants? Donc, au niveau de Nexumea, on couvre un territoire de 2 arrondissements. Et si on y ajoute les soins palliatifs, on a en tout 8 arrondissements. C'est un territoire de plus de 500 000 habitants. Et en effet, la coordination va se faire autour de ce que l'on appelle les parcours de santé complexes. Donc, les parcours de santé complexes, ce sont des situations de personnes qui vont cumuler plusieurs problématiques d'ordre de santé, sociale, d'hébergement, et qui peuvent être en rupture du parcours de santé. Notre mission, c'est d'accompagner à la fois en appui les professionnels qui sont autour de ces situations,
mais aussi la personne elle-même et leur entourage. Je peux peut-être te laisser compléter. Et donc dans l'équipe, on a des coordonnateurs de parcours, on a 9 coordinatrices de parcours, et ensuite sur la partie soins palliatifs, on a 5 médecins et infirmiers, donc 2 médecins et 3 infirmiers, qui vont au domicile faire une évaluation des besoins de la personne, et en fonction du cercle de soins de la personne, éventuellement compléter les interventions avec d'autres professionnels. Et comme on est sur du domicile, on est vraiment sur des équipes qui sont uniques par patient. Donc il y a vraiment on ne peut pas plaquer un accompagnement à un patient, c'est vraiment des accompagnements sur mesure individuels. Et donc on a développé aussi des pratiques qu'on propose aux patients. Depuis 2016, on propose de l'hypnose et de la socio-esthétique à domicile. Et ensuite, on essaye de se positionner aussi sur des secteurs où il n'y a rien à proposer aux patients, où la ressource n'existe pas sur le territoire. Avec par exemple un projet qu'on a monté pour une évaluation par une ergothérapeute à domicile pour les personnes qui sont propriétaires ou locataires mais dans le parc privé, pour leur permettre de rester à domicile dans les meilleures conditions possibles en adaptant leur logement. Et donc, comme pour l'hypnose et la socio-esthétique, on essaye de chercher des fonds pour que ces actions soient gratuites pour le bénéficiaire. D'accord. Je souhaiterais compléter sur ce projet adaptation du logement. On parle beaucoup d'adaptation du logement. Le contexte, il est clairement lié au vieillissement. Et puis Paris, on sait que le marché de l'immobilier peut être compliqué avec des habitations qui sont anciennes, pas du tout adaptées en termes d'accessibilité. Si la personne est en fauteuil roulant, si elle habite au 5e étage sans ascenseur et qu'elle a perdu en mobilité motrice, c'est ce qui arrive souvent et ça peut créer de l'isolement. La personne ne sort plus parce qu'elle n'est plus en capacité finalement de descendre et monter les marches. Et donc l'adaptation du logement, c'était sur le constat qu'il y avait un renoncement à l'évaluation par un ergothérapeute ou une ergothérapeute, parce qu'encore une fois, on est sur un service qui n'est pas remboursé, pris en charge par la sécurité sociale. Et ça peut créer des vraies ruptures de soins. Typiquement, une personne qui n'est pas en capacité de sortir ou qui peut chuter à plusieurs reprises à domicile, ça peut mettre en difficulté son maintien à domicile et donc son projet de vie à domicile. Alors comment vous interagissez avec les établissements de santé, les hôpitaux, les équipes médicales spécialisées? Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est des systèmes parallèles? Vous qui gérez le domicile et eux le circuit hospitalier. Il y a une grande partie de notre activité qui consiste à rencontrer nos partenaires et je crois que c'est vraiment l'avantage de la coordination en territoire urbain, c'est qu'on est sur un territoire dit de proximité. Donc le maillage territorial, l'identification des partenaires, le repérage des professionnels, que l'on parle du pharmacien d'officine, incluant les services d'oncologie, de radiothérapie, de chirurgie spécialisée, les services de neurologie avec qui on travaille énormément, les filières gériatriques. On a au moins un tiers de notre activité qui consiste à rencontrer nos partenaires, à conventionner avec eux, à leur expliquer ce que l'on fait, qui nous expliquent aussi comment ils travaillent, et à créer des ponts. Et simplement pour faire un lien avec notre nom, le nom de l'association, Nexumea, veut dire faire le lien en latin. Donc l'idée de la coordination, c'est de créer du lien, de redistribuer de l'information au niveau d'un cercle de soins, et puis finalement de mieux se coordonner à travers cette redistribution d'informations. Très bien. Alors, je voudrais poser une question aussi. On a eu beaucoup d'acteurs de soins aujourd'hui qui sont venus nous voir, très dynamiques, plein de passion et d'énergie, et qui n'ont pas forcément les étiquettes de soignants qu'on a dans les établissements de santé. Or, on sait qu'ils vont être très utiles au système de santé. Comment les unes et les autres, on peut les accueillir? Alors, je prendrai juste pour exemple, pour qu'on soit un peu concret. Donc, un patient qui a un traitement antidépresseur depuis 50 ans. Il a 75 ans. Et donc la psychologue lui dit, qui est spécialiste en clinique traumatique, on va faire de l'EMDR, donc avec les mouvements oculaires, les exercices qui vont faire en sorte d'arriver à améliorer la situation. Tu pourras nous en dire un mot. Et donc on n'y arrive pas. Et plusieurs praticiens n'y sont pas arrivés. Et finalement, l'art thérapeute passe un temps avec le patient
Et puis le patient ressort de la séance d'art-thérapie en pleurs. Et il pleure pendant 2 jours. Et on demande à l'art-thérapeute, mais tu lui as fait quoi? Elle dit, mais rien. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais rien. Et le patient, il dit, ben vous savez, on faisait un collage, elle m'a dit de jeter la clé. Et je me suis rappelé que j'étais un enfant caché et que ma mère m'avait dit de garder le secret et de jeter la clé. Et c'est comme s'il avait dégueulé un secret de 50 ans. Et finalement, on l'a vu mieux. Parce qu'on l'a mis dans une situation avec du langage non verbal, on l'a mise en scène pour que finalement il ait cette surprise de conscience. C'est comme ça que parlent les art-thérapeutes. Et donc la question, c'est quelle place on va faire dans les parcours à des soignants qui sont moins connus, moins reconnus. Et on pense à tout un tas de disciplines. Alors vous avez dit les ostéopathes, avec qui on travaille au quotidien, mais qui n'ont pas finalement la même casquette que nos kinésithérapeutes, etc. Est-ce que chacune peut s'exprimer sur l'importance et la manière dont on va intégrer toutes ces disciplines? C'est important, puisqu'on parle de santé intégrative, de réfléchir justement à l'organisation et comment on intègre les différents acteurs de la santé. Et c'est une question essentielle parce que on va de plus en plus finalement vers une société créatrice de santé où chacun est acteur de sa santé. Il y a les médecins qui vont proposer quelque chose, mais il y a plein d'intervenants et puis le patient lui-même aussi. On parlait tout à l'heure de psychoéducation dans la session d'avant. Le patient lui-même va aussi avoir des outils qu'il peut utiliser pour être dans la prévention et être dans le meilleur équilibre de santé. Alors c'est une vraie question parce que c'est une réalité de terrain. Le rapport Harris, le dernier rapport Harris, montrait qu'il y a à peu près 72% de la population qui de toute façon va aller voir un ostéopathe, va aller voir une art-thérapeute et va bénéficier d'une pratique complémentaire. Et ce n'est pas forcément avec des professionnels de santé, effectivement. Donc soit on prend en compte la réalité du terrain et on l'accompagne, soit on la subit. Et nous, effectivement, dans l'association, ton institut également, on va accompagner cette intégration. C'est-à-dire, pour nous, on parlait de lisibilité tout à l'heure, c'est de pouvoir déjà identifier qui fait quoi sur un territoire, qu'il soit urbain ou que ce soit dans un territoire rural. Quelles sont les ressources? Parce que c'est bien de savoir qu'on peut faire de l'hypnose, mais s'il n'y a pas d'hypnothérapeute à côté, il faudra bien savoir quelles sont les autres ressources. Donc pouvoir identifier qui fait quoi, créer des groupes où les gens se rassemblent, ça c'est notre fonction à Health United. La science, savoir aussi quelles sont les indications et les contre-indications. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas tant la technique qui compte, mais aussi il faut savoir quelles sont les contre-indications. On sait par exemple que le yoga, le hatha yoga ou le nidra yoga vont être des pratiques très intéressantes pour plein de pathologies chroniques. Mais on sait que le Kriya Yoga, qui est un yoga où on pousse la respiration, il y a un risque de poussée de sclérose en plaques, par exemple. Donc en neurologie, c'est important de le savoir. Donc la science. Et puis nous, on a favorisé aussi un partenariat avec un label Human First, puisqu'on parle de l'humain d'abord, qui va dans les structures et qui va labelliser en fait des structures où tout ça est organisé. Donc pour répondre vraiment plus précisément à la question, c'est important de pouvoir identifier et d'intégrer, de faire groupe, parce que c'est le meilleur garde-fou, déjà d'une part pour savoir comment on travaille ensemble, arriver à travailler ensemble, et puis se rappeler qu'une technique est intéressante. Et je dirige un centre de formation, donc je sais à quel point il faut que la formation soit bonne, mais ce n'est pas suffisant. C'est la relation, comme tu le rappelles, c'est la façon dont on est en relation avec le soignant qui va tout changer. En hypnose, dans le DU d'hypnose et anesthésie, les médecins ou les IAD, les infirmières d'anesthésie qui arrivent, quand ils se forment, comme les psychologues, on est tous formés, on veut la technique et on veut être performant dans la technique. Mais bien au-delà du savoir-faire, ce qu'on apprend dans cette pratique, par exemple, c'est un savoir-être, pouvoir accueillir le questionnement du patient et puis effectivement lui transmettre un outil. Donc autant le savoir-faire va être important à identifier, à travailler, mais le savoir-être est largement, il y a des études même qui l'ont montré, la question relationnelle, elle est fondamentale dans cette approche du soin, mais il faut être bien formé aux techniques. Je refais encore une fois le pont avec toi, Isabelle. Il y a vraiment cette relation d'écoute
qui est presque de la relation de soins, hein, finalement. Il y a aussi l'importance de la co-construction du projet avec la personne et son entourage. Donc, quel est votre projet? Quel est votre souhait? Quelles sont vos habitudes de vie? Et avec ce public-là, finalement, c'est très important. On parle beaucoup de temporalité, avancer avec le timing de la personne. Alain, tu soulignais l'importance de ce que j'appelle moi les soins de support, donc l'art-thérapie, la socio-esthétique, l'hypnose, l'activité physique adaptée. Eh bien, nous, ce qu'on constate sur le public qu'on accompagne, c'est que la problématique de santé principale peut faire l'objet d'un refus de soins, mais on va réussir à créer une porte d'entrée par de la socio-esthétique. Est-ce que vous accepteriez qu'une socio-esthéticienne vienne vous faire un soin des mains, un soin cheveux, un soin visage? Et lorsqu'il y a cette acceptation-là, on peut commencer à travailler. On peut commencer à créer un lien de confiance. Il y a l'ouverture de portes qui se crée, et ensuite on peut amener la personne vers une évaluation des troubles cognitifs, vers une consultation mémoire, et vers toutes les investigations médicales nécessaires, mais sans la création de ce lien de confiance, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que toutes ces alternatives complémentaires sont vraiment importantes pour le public qu'on accompagne. Donc on vient de dire des choses importantes, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est donner du temps à chaque patient, c'est l'écoute active, c'est la capacité à créer du lien, à reformuler, à mobiliser les ressources de chacun. Et donc on va bien au-delà de ce qui est thérapie médicamenteuse ou outils technologiques, même si l'objectif c'est de tout intégrer, c'est de ne pas être excluant et de ne pas travailler pour une chapelle ou pour une autre. Donc la vision de parcours en santé qui est déployée, que ce soit dans le cadre associatif ou en termes de réseau, elle a aussi une action, c'est ma dernière question avant de passer la parole à la salle, sur le sens qu'on va donner à nos métiers de soins. On sait que 25% des lits à Paris ont été fermés par manque de soignants et qu'il y a 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes en France, dont 40% veulent changer de métier par crise de sens. Est-ce que pour vos soignants, vous les sentez plus engagés lorsqu'on a cette démarche de travailler ensemble que lorsque chacun est à la tâche sur son cahier des charges, sur sa fiche de poste? Effectivement, la question du sens se pose dans nos métiers. D'ailleurs, en tant que soignant, quelle que soit la casquette, on n'a pas choisi nos métiers par hasard. C'est important, cette relation de soins. Moi, je vais vous relater une expérience qui s'est passée pendant la période Covid, où j'ai participé en collaboration avec le label Human First. Nous sommes allés participer à la labellisation d'un EHPAD, d'un établissement en gérontologie. En fait, pendant cette période et après cette période, c'est une institution qui n'a eu aucun problème pour recruter tout le personnel dont ils avaient besoin. C'est une institution qui a porté la santé intégrative comme projet en fait, d'équipe. Et on voit que finalement, les personnes qui vont se former à ces pratiques, ce qu'elles cherchent, c'est aussi une autre façon d'être en lien, une autre façon d'être en relation avec le patient. Et la question du temps, puisque tu en parlais, ça prend pas forcément plus de temps. C'est pas forcément une séance dédiée, on va faire une séance de méditation ou une séance de telle ou telle pratique, c'est aussi pendant le soin. C'est une façon de communiquer, c'est une façon de choisir des mots qui vont orienter la personne vers quelque chose de constructif et non pas quelque chose qui va l'angoisser. Tout simplement, ça c'est une base de communication en santé intégrative. Si vous avez un soignant qui va piquer et qui vous dit « Attention, ne vous inquiétez pas, je pique », vous avez envie de partir en courant parce que notre pensée n'entend pas la négation. Donc on entend simplement inquiéter et on entend piquer. La même chose dans un avion. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps d'une hôtesse de l'air qui voyait quelqu'un qui s'angoissait et qui dit un peu fort « Ne vous inquiétez pas, on ne va pas se cracher ». Mais tout le monde a eu peur autour, tout le monde était stressé. Ce sont des bases de communication qui sont transmises avec une intention, orienter le patient vers ses ressources et pas simplement vers le problème. Et puis une façon, effectivement, de communiquer avec la personne qui va être un peu différente. On va éviter certains mots comme « essayer ». Essayer, c'est déjà être orienté sur l'échec. On essaye parce qu'on est humble et on se dit, bon, j'essaye de piquer. S'il y a un chirurgien qui vous voit et qui dit, j'essaye de vous opérer, vous n'êtes pas très rassuré. Donc on fait
on s'oriente vers ce que l'on va faire et effectivement, on va faire de son mieux. Donc c'est toute une communication aussi qui va être à reprendre pour les soignants. Et ça redonne du sens. Parce que le soin se fait d'être à être. C'est pas juste on est des techniciens et puis on fait ceci ou cela. C'est déjà bien. Heureusement qu'on a toutes ces techniques. Heureusement qu'on a des chirurgies extrêmement puissantes pour soigner les gens. Mais c'est un travail qui se fait quand on va accompagner quelqu'un dans le soin, d'être à être, la façon dont la personne respire, comment nous-mêmes on respire, comment on peut entendre exactement ce que tu disais, la souffrance qui peut sortir dans une art-thérapie et qui sortira pas ailleurs parce que là, il y a de l'humain. Et tout ça, c'est pas nouveau. On parle de santé intégrative, mais on remet au goût du jour sous ce terme que je trouve très bon, très intéressant. Quelque chose qui existait il y a plus de 2000 ans chez des thérapeutes qui s'appelaient les thérapeutes d'Alexandrie. C'est décrit dans Philon d'Alexandrie, les thérapeutes d'Alexandrie. Et c'était des thérapeutes qui se posaient les mêmes questions qu'on aborde là et qui disaient le travail se fait d'être à être, de souffle à souffle. Et pour être un bon thérapeute, il faut être un bon vivant. Moi, ça me plaît beaucoup. Il faut savoir ce qui nous anime, ce qui fait sens, ce qui nous remet en lien avec le sens du pourquoi on soigne et on est avec les patients. Moi, j'ajouterais aussi, de notre côté, on porte une attention sur le soin apporté aux professionnels de santé pour qu'ils puissent prendre soin après des personnes qu'ils accompagnent. Et donc, depuis le début de l'association, les collègues ont accès à des supervisions avec une psychologue psychanalyste régulière pour pouvoir parler des situations qui sont parfois difficiles à domicile. Il y a besoin aussi de pouvoir déposer des choses, d'être accompagné sur ce qu'ils voient au domicile et les personnes qu'ils accompagnent. On a aussi mis en place des séances de shiatsu régulières. Ceux qui veulent peuvent s'y inscrire, des séances individuelles. Il y a eu aussi un accompagnement avec des ateliers de ressourcement de l'association d'Isabelle. Mais après, on a aussi... qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place ? Je réfléchis sur les autres actions. On a aussi mis en place des formations sur les troubles musculo-squelettiques, puisqu'on sait qu'on est sur des postures assez sédentaires, même s'il y a quelques visites à domicile. Mais voilà, il y a besoin de prendre soin aussi pour être en bonne forme, pour pouvoir accompagner les autres. Alors, on va prendre des réflexions, réactions dans la salle. N'hésitez pas à demander le micro. Donc, vous vous présentez, questions courtes, interaction. Bonjour, déjà merci pour la conférence. J'ai une petite question concernant le milieu rural, dans le sens où on a peu de médecins, on n'a pas toutes les spécialités, il y a un accès en fait à la santé qui est quand même relativement compliqué et en fait nos médecins sont surchargés, ils ont beaucoup de patients en fait parce qu'il y en a peu, enfin ils sont pas nombreux. Du coup ma question c'est comment vous pourriez donner accès à cette santé intégrative au plus grand nombre, incluant du coup les zones rurales? Alors, c'est une très bonne question. Donc, on a beaucoup parlé pendant Medintex de ce qu'allait être la médecine de demain. Vous savez combien il y a de consultations médicales chaque année en France ? 1 milliard. La moitié d'entre elles, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Ce n'est pas pour faire des diagnostics. Donc, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que pour gérer les maladies chroniques de 24 millions de Français, et dans les territoires et la ruralité, ce n'est pas forcément en faisant que de la médecine. Parce qu'effectivement, quand vous avez mal au dos, on va rembourser 5 fois une IRM, mais pas une séance chez un ostéopathe qui enseigne les postures à l'école du dos. Donc, en pratique, on va avoir besoin d'équipes entières autour de parcours santé, et c'est plutôt une façon de sauver les déserts médicaux que d'envisager les réseaux de santé intégrative et les parcours d'accompagnement. Ce qui ne veut pas dire que vous allez remplacer un diagnostic médical par un diagnostic non médical. Le médecin, il doit effectivement prendre sa part dans une chaîne qui le dépasse, où il y a une partie de médecine, mais il y a des symptômes qui peuvent être soulagés et accompagnés par des professionnels divers et variés. Donc on gagnerait à intégrer différentes disciplines et à repenser le parcours, plutôt que de multiplier les guichets médicaux et finalement ne pas répondre à toutes les problématiques de maladies chroniques. Il faut qu'il y ait une quantité suffisante de médecins. Vous ne pourrez pas inventer un travail médical sans personnes formées. Mais il faut qu'on arrive à approcher la santé des populations autrement que par un nombre inconsidéré de médecins. Pour soulager quelqu'un, il
faut pas forcément être expert des mécanismes de la mitochondrie. Vous savez, des fois, avec un regard, un toucher, une écoute, une manière de gérer l'anxiété, on va faire mieux qu'un comprimé d'anxiolytique parce qu'on n'a eu que 3 minutes à la consultation. Donc, c'est une vision de santé qui dépasse la médecine, mais qui intègre la médecine comme le reste. Alors, prenez le micro, parce que sans micro, on ne fait pas. Ce n'est pas possible. Comme ça, tout le monde participe. Mais justement, en fait, si on a peu de personnes autour des médecins qui peuvent apporter en fait leurs compétences en fait pour aider les patients, comment est-ce que cet accès du coup à la santé peut être répandu? C'est surtout ça en fait la question. On y est. C'est-à-dire qu'en fait, acquérir des compétences et des connaissances dans le soin à autrui va pouvoir s'acquérir sur des formations effectivement un peu plus courtes. C'est sûr que pour être chirurgien orthopédique ou une super sophrologue indispensable pour la gestion de l'anxiété des populations, vous n'allez pas avoir... Donc on a par exemple 100 000 kinésithérapeutes en France. On a énormément de disciplines qui entrent en jeu dans les parcours maladies chroniques. Alors oui, il y a 225 000 médecins pour tout traiter, mais je veux dire, quand on a 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, on ne peut pas cantonner le métier de l'infirmière à une prise de tension qui peut être faite par un robot. C'est bien plus que ça, une infirmière. Donc il faut qu'on utilise les soignants pour ce qu'ils savent donner et qu'on fasse en sorte de les former pour qu'ils donnent plus et mieux. Alors évidemment, vous aurez besoin de travailler en réseau, de former des personnels, mais il ne faut pas penser que toute la santé sera faite autour d'une médecine. La médecine va bien au-delà que finalement l'acte médical de médecin diplômé. Voilà, c'est une vision. Mais évidemment, si vous n'avez personne pour travailler, ben vous ne pourrez rien faire, hein, on est d'accord. Mais ne remplaçons pas les soignants par de la robotique, on cède des robots pour réhumaniser la santé et formons des soignants. On va prendre d'autres questions ? Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. C'est l'une des meilleures pour moi des 2 jours, notamment parce que je suis porteur de projet concernant la santé intégrative, justement. J'ai une question concernant du système de santé français. Pourquoi en France, on soigne le malade du point de vue au niveau des symptômes, au lieu de voir les choses du point de vue intégratif, de voir tout le système et l'environnement du patient pour le soigner? Qu'est-ce qui fait qu'on voit plus le symptôme que la vraie cause et voir tout ce qu'il y a autour? Voilà, alors votre question est légitime et c'est ce qu'on se pose comme question. En fait, il a fallu à un moment qu'on augmente la quantité de vie. Parce qu'autrefois, on ne vivait pas 86 ans quand on était une femme, un tout petit peu moins quand on était un homme. Et on sait que l'espérance de vie en bonne santé, elle est restée à 64 ans. Donc aujourd'hui que la science a avancé, la compréhension des maladies a avancé, on a scientifisé notre médecine, on se rend compte qu'en termes de qualité de vie, on a des progrès à faire et qu'on ne pourra pas financer des cohortes entières de maladies chroniques de patients qui se sentent diminués. Alors que souvent, on peut vivre avec ces handicaps et vivre mieux si on regarde la vie différemment. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on change notre logiciel. En fait, c'est très binaire la maladie. La cellule, elle est dans le chaos ou bien il y a un bouton on-off et il suffit d'appuyer dessus. Mais l'être humain, c'est un système complexe. Donc il va falloir travailler en système. C'est plus un médecin, un ordonnancier, un médicament, un robot, une vis dans un os, quelqu'un qui a des problèmes sexuels, sociaux, psycho-émotionnels, de sommeil, de prise de poids, de nutrition, de digestion. Il va avoir besoin d'une approche d'ensemble et il aura difficilement qu'un seul interlocuteur en face de lui qui sait tout. Parce que les savoirs se sont multipliés. Donc le travail en parcours s'adapte mieux à la complexité de chaque individu. Et effectivement, passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie, c'est porteur d'espoir sur la manière dont on va optimiser la gestion des maladies chroniques, qui coûte en France 110 milliards d'euros, on le rappelle, avec beaucoup de gaspillage. Donc la solidarité, elle fait son boulot. Mais il faut qu'on l'aide en pensant le système différemment. Le payeur, il paye. Mais pour penser le système, il faut que tous les acteurs et les populations, elles se mettent à proposer autre chose. Un système amélioré. Donc on ne va pas détruire une médecine qui fonctionne, quand ça fonctionne, mais quand ça ne va pas, il ne faut pas continuer à financer ce qui ne va pas. Il va falloir un peu de courage pour financer autrement. On a le micro ici et ici. Merci pour cette conférence. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des visions complémentaires sur l'accompagnement des patients. Moi, j'avais une question plutôt orientée aidant.
comment vous intégrez les aidants dans le parcours, puisque finalement c'est un acteur clé qui permet aussi aux patients de ne pas tout miser sur le médicament ou le thérapeutique pur, mais aussi passer sur des approches un peu plus diversifiées. Naïma ? Oui, merci pour la question. Et c'est toujours très, très important de parler des aidants qui, je le rappelle, ont plus de chances de développer une maladie chronique que le reste de la population. Les aidants sont intégrés à notre accompagnement et parfois l'aidant devient bénéficiaire de notre association. Via le dispositif Ville, on a vraiment ce dispositif maison des aînés et des aidants, quel que soit l'âge de l'aidant. Ce qui est intéressant lorsqu'on a un aidant à domicile, contrairement aux personnes qui sont isolées, c'est qu'on arrive à faire beaucoup plus de choses. C'est vraiment la personne ressource qui facilite la mise en place des aides techniques, des aides humaines, l'acceptation aussi. Là où on va avoir un point de vigilance, c'est au niveau de la santé de l'aidant, qui prenne soin de lui ou elle, qui puisse se libérer du temps. Et on a aussi cette mission de les informer sur ce qui existe, sur les réseaux de père aidance, sur les séjours de répit. Ça, c'est des choses qu'on organise assez régulièrement. Faire entrer le bénéficiaire en hébergement temporaire en EHPAD pendant 1 mois ou 2 mois. Donc ça permet aussi à l'aidant d'avoir du répit. Donc l'aidant est bien évidemment intégré, inclus dans notre accompagnement. Mais si le centre, ce n'est pas la maladie et c'est la personne, que la personne, elle soit malade, porteuse d'une tumeur ou hypertendue, ou bien qu'elle soit malade de la maladie de son conjoint, finalement, c'est la personne qui compte et pas sa maladie. Donc qu'il soit aidant, qu'il soit soignant, qu'il soit patient, finalement, c'est du soin à la personne, le sujet. J'aurais voulu savoir dans quelle mesure cette approche font partie ou pas du cursus de formation des médecins et des autres fonctions paramédicales, tout comme la communication n'en faisait pas partie il y a quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou qui va se faire ? Alors c'est porteur d'espoir de répondre. Alors merci d'avoir posé la question, puisqu'il existe un collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire. Beaucoup d'entre nous en font partie. Et donc, vous savez que pour être nommé médecin, il y a 400 questions dans un examen classant national, ce qu'on a appelé l'internat. Il y a un item maintenant qui s'appelle l'item 327, médecine intégrative. Voilà. Et puis il y a énormément, même dans le premier cycle médical, de formation, des jeux de rôle, une pédagogie autour de la communication patient, des postures. Mais ça reste un métier de tutorat. Et donc il faut un travail terrain, des terrains de stage. Il faut rencontrer des personnels inspirés, dans l'hôpital, en dehors de l'hôpital. Et c'est pour ça qu'il y a des stages de médecine, d'internat aussi en ville. Il y a des internes dans les réseaux de soins palliatifs, qui ne sont pas là que pour pousser un chariot dans l'hôpital. Donc c'est vrai que, alors on veut que ça se généralise. Enfin, on a aussi besoin d'avoir des internes qui peuvent gérer un infarctus, un accident vasculaire, un infarctus du myocarde. Donc les connaissances se densifient, mais on sait qu'on a de bons internes. Tout le monde tape sur les jeunes, mais la jeunesse est puissante, elle a de nouveaux outils et elle est prête à transformer le métier. Mais il faut qu'on ait des systèmes qui leur permettent de s'installer avec une autre manière d'exercer aussi. Une financiarisation au parcours, l'intégration dans des réseaux. Parce que savoir gérer, manager, arriver à accepter l'autre dans son giron, se mettre à disposition d'un projet, ça dépasse les connaissances scientifiques. Donc il faut arriver aujourd'hui à vivre dans une entreprise sanitaire et sociale à grande échelle. On a peut-être d'autres questions. On en prend encore 2 ou 3. Puisqu'on est dans le salon Made in Tech, est-ce que la médecine intégrative pourrait pas aussi être une médecine qui intègre tout ce qui est, vous disiez à juste titre, effectivement, une infirmière ne doit pas passer son temps à prendre des tensions quand ça peut être fait par un robot. Il y a une multitude d'applis de robots, de tout ce qu'on veut, de différentes techs, dont je vois un paysage extrêmement éclaté et diversifié. Il y en a dans le mental, il y en a dans la dermato, il y en a dans la cardio, il y en a tout ce qu'on veut. Est-ce qu'au fond, ça ne serait pas intéressant aussi que la médecine intégrative s'intéresse à l'intégration des outils tech de manière justement à libérer de toute cette partie tech pour revenir à s'intéresser beaucoup plus aux patients et en gros dégager un peu tout ce qui est tech et pas forcément nécessaire dans la pratique.
Vous avez raison. À partir du moment où on intègre, on n'exclut rien. Et donc, par exemple, sur mon smartphone, j'ai aujourd'hui une appli qui, au son de ma voix, et le smartphone me regarde avec les 40 muscles de mon visage qui codent pour 3000 micro-expressions de visage, qui va dépister ma santé mentale. Donc elle va dire, 6 mois avant le psychiatre, la dépression et l'état maniaque, que depuis 6 mois, vous êtes en train de couver cet épisode de dépression ou cet état maniaque. Donc on peut utiliser tous les outils du monde. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de scinder et d'opposer une médecine humanisée, une médecine robotisée, et de faire la compète. Pour réhumaniser la médecine, il faut déléguer des tâches à la robotique et à la technologie, qui sont des tâches répétitives. En plus, on a des robots apprenants qui vont nous dépasser à certains égards. Bienvenue. Ça nous permettra de nous recentrer, parce qu'on a énormément de problématiques éthiques, on a énormément de problématiques relationnelles, et on a encore plein de choses à créer que le robot ne pourra pas aller chercher dans la connaissance globale, parce qu'elle n'existe pas. Donc on a encore besoin des cerveaux humains. Et donc la stratégie, c'est de n'opposer personne, et c'est pour ça qu'à Made in Tech, on a besoin de santé intégrative, comme on a besoin de tech, parce que finalement, c'est la même vision de la santé globale. Et il faut que, quand vous dites, je vais faire moi je donne des cours sur l'intelligence artificielle en santé, mais les gars à qui je donne des cours, ils sont plus forts que moi en intelligence artificielle. Je leur dis, d'accord, mais quelle vision de la santé vous servez? Parce que moi, je vous dis tout de suite, si dans 10 ans, ce que vous êtes en train de développer, ça va marcher. Donc je vais vous faire gagner 10 ans en discutant avec vous. Alors pour faire un programme, ils sont très forts. Mais la valeur patient et la valeur système, si tu ne connais pas la santé, c'est pas pareil. Donc c'est important d'arriver à avancer de concert avec cette vision d'intégration et à ne jamais exclure l'autre, à aller à sa rencontre. C'est comme ça qu'on va devenir le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, les acteurs de santé se doivent d'avoir des connaissances et des compétences. Et c'est ce que tu as dit, et c'est ce dont vous faites preuve au quotidien. C'est-à-dire on peut être un bon cerveau gauche, très rationnel, un bon scientifique, et un bon cerveau droit, qui est un régulateur émotionnel et qui accueille des peurs, et qui fait des projets, et qui gère de l'incertitude, qui donne de l'espoir. Dernière question, et après on a dépassé notre temps, pour pas qu'il y ait de frustration. S'il y a une dernière question, voilà. Donc merci au comité d'organisation d'avoir permis à ce qu'on ait cette thématique qui soit mise en avant. Merci à tous ces acteurs du quotidien qui font un travail formidable, Nexumea et toutes les équipes qui travaillent pour l'association, Health United, Human First, et finalement tous les soignants en médecine intégrative qui savent que le système, il ne dépend pas que d'eux et qui y participent. Merci à vous.